Je m'appelle Claire Dubois et j'ai 17 ans. Il y a 3 semaines, mes parents ont menacé d'arrêter de payer mes frais de scolarité jusqu'à ce que je présente mes excuses à leur enfant roi, mon frère Lucas. Ils pensaient qu'un seul ultimatum me mettrait à genoux. Ils pensaient que je supplierais. Ils se trompaient. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas fait de crise. Je n'en avais pas besoin. J'avais quelque chose de mieux. Une bourse complète pour le lycée Louis-le-Grand à Paris. Un transfert déjà approuvé et 6 mois de planification silencieuse qu'ils n'ont jamais vu venir. Le soir où le sourire suffisant de mon père s'est effondré devant 40 témoins, je savais que j'avais déjà gagné. Non pas parce que j'avais riposté, mais parce que je suis partie avec mon avenir intact et qu'il n'y avait rien qu'ils puissent pas faire pour m'arrêter. Avant de vous raconter comment une réunion du conseil d'administration est devenue ma déclaration d'indépendance, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous plaît vraiment. J'aimerais aussi savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, le soir où tout a basculé. La maison des Dubois était située dans l'un de ces quartiers huppés de l'ouest parisien, à Neuilly-sur-Seine, où chaque immeuble haussmannien semblait venir avec un mandat. Maintenir les apparences à tout prix. 2 berlines allemandes dans le garage, des courses bio de la grande épicerie sur les comptoirs en marbre. Le genre d'endroit où la réussite n'était pas seulement attendue, elle était exposée. J'y avais vécu pendant 17 ans, mais j'avais cessé de me sentir chez moi vers l'âge de 14 ans. Ce soir-là, le soir qui allait tout changer, j'étais assise à l'îlot de la cuisine avec mes fiches de révision pour le bac ouvertes, surligneur en main. Mes parents sont entrés par la porte d'entrée portant des boîtes de pizza et le son de la dernière victoire de Lucas. Il revenait tout juste de son match de football, encore une fois. « Tu as vu ce but ?» La voix de mon père résonna dans le vestibule. Pleine lucarne. Le gardien n'avait aucune chance. « Je l'ai filmé, » a dit ma mère, sortant déjà son téléphone pour le rejouer. Lucas est entré derrière eux en se pavanant, toujours dans son maillot taché d'herbe, souriant comme s'il avait gagné la Coupe du Monde au lieu d'un match de Ligue régionale. Il a attrapé une part dans la boîte de sa pizzeria préférée naturellement et n'a pas pris la peine de demander si j'avais mangé. Je ne l'avais pas faite. « Tu aurais dû être là, Claire, » a dit Lucas, la bouche pleine de chorizo. Non pas parce qu'il se souciait de ma présence, mais parce qu'il voulait un public. J'avais appris il y a longtemps que le dîner en famille signifiait célébrer les victoires de Lucas, pas mes moyennes parfaites. Le mois dernier, j'avais terminé première au concours régional d'éloquence. Mes parents n'étaient pas venus. Il y avait un conflit d'agenda, avait-il dit. Lucas avait un banquet de l'équipe de foot le même soir. Le banquet était optionnel. Ma compétition ne l'était pas. J'ai gardé les yeux sur mon manuel et je n'ai rien dit. C'était plus facile comme ça. Le lundi matin m'a frappé comme un train de marchandises. J'en ai entendu parler avant le premier cours. Des chuchotements dans le couloir, des téléphones vibrants de messages, ce genre d'énergie particulière qui ne vient que des drames sérieux. Lucas s'était battu. Pas une bousculade, une vraie bagarre. Maxime Lefebvre. Nez cassé, du sang partout sur le sol des vestiaires. À la 3e heure certaine, la machine à rumeurs avait produit une 12aine de versions de ce qui s'était passé, mais les faits restaient cohérents. Lucas avait donné le premier coup et Maxime avait fini aux urgences. Quand je suis rentrée à la maison cet après-midi-là, les voitures de mes parents étaient déjà dans l'allée, toutes les deux, en plein milieu d'une journée de travail. Cela n'arrivait jamais à moins que quelque chose n'aille très, très mal. Je les ai trouvés dans le salon. Mon père faisait les 100 pas près de la cheminée dans son costume de travail. Ma mère était perchée sur le bord du canapé crème, se tordant les mains sur ses genoux, et Lucas était affalé dans le fauteuil comme s'il regardait la télé, pas comme s'il faisait face aux conséquences d'avoir envoyé quelqu'un à l'hôpital. La proviseure Mme Martin les avait convoqués pour une réunion d'urgence, ce matin-là. J'avais manqué cette partie, mais je pouvais remplir les blancs. Lucas a levé les yeux quand je suis entrée. Pas coupable, pas désolé, juste agacé. Finalement, il a dit « Dis-leur ». Je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte. Leur dire quoi? Mon père s'est tourné, son expression sculptée dans la pierre. As-tu raconté aux gens que Lucas a triché à son examen d'histoire? J'ai cligné des yeux. Quoi? Non, Maxime a dit que tu l'as fait, a coupé Lucas, se penchant en avant.
Il a dit que tu as raconté à la moitié de la classe de première que j'avais copié les réponses sur Julie. C'est pour ça qu'il s'en est pris à moi dans les vestiaires. Il m'a traité de tricheur et d'imposteur. Je me défendais. Je l'ai fixé. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai même jamais parlé de toi à Maxime. Mais mon père ne me regardait pas comme s'il me croyait. Il me regardait comme si j'avais déjà été jugée et condamnée. Est-ce vrai? La voix de mon père était froide, contrôlée. Le ton qu'il utilisait quand il avait déjà pris sa décision et qu'il passait juste par la formalité de demander. As-tu dit aux gens que Lucas a triché? Non. J'ai gardé ma voix stable, même si mon cœur martelait. Je n'ai rien dit à personne. Je ne sais pas où Maxime a entendu ça, mais ça ne vient pas de moi. Ma mère lissa son gilet comme si elle pouvait lisser la situation avec le même geste. Claire, Lucas ne mentirait pas sur quelque chose comme ça. Tu as toujours été en compétition avec lui. Compétition. C'était le mot qu'elle utilisait toujours. Comme si vouloir être vue, être valorisée, était une sorte de défaut de caractère. Je ne mens pas. J'ai regardé Lucas, il a croisé mon regard sans sourciller, son expression était parfaitement calibrée. Juste assez blessé pour avoir l'air de la victime, juste assez défiant pour avoir l'air d'avoir subi un tort. Il avait répété ce visage toute sa vie. « Lucas, tu sais que je n'ai pas dit ça. »« Tu es jalouse depuis toujours, » a-t-il riposté. « Tu ne supportes pas que les gens m'aiment vraiment. »« Ça suffit ?» Mon père a levé une main. Il s'est tourné vers moi et je l'ai vu. La décision avait déjà été prise. « Voici ce qui va se passer. Tu vas t'excuser auprès de ton frère en privé et ensuite publiquement lors de la réunion du conseil d'administration de l'école la semaine prochaine. » Le sol a tangué sous mes pieds. « Quoi? » La proviseure, Madame Martin, a dit que la réunion du conseil est ouverte aux parents et aux élèves. Tu vas te lever et t'excuser d'avoir nui à la réputation de Lucas. Tu prendras la responsabilité du mal que tu as causé. Je n'ai rien causé du tout. Tant que tu ne le feras pas, a continué mon père, comme si je n'avais pas parlé. Nous suspendons les cotisations pour ton fonds d'études supérieures et tout soutien financier pour tes dépenses scolaires. Tu dois apprendre que les actes ont des conséquences. Ma mère a détourné le regard. Elle n'était pas en désaccord. Elle ne l'était jamais. Je suis restée là, silencieuse, alors que mon avenir entier était pris en otage pour quelque chose que je n'avais pas fait. Ce soir-là, mon père m'a appelée dans son bureau. La pièce sentait le cuir et les vieux livres, le genre d'études conçu pour impressionner, avec son bureau en acajou, ses diplômes encadrés au mur et une seule lampe en laiton projetant une lumière ambrée sur tout. J'avais été convoquée dans cette pièce exactement 3 fois dans ma vie. Une fois quand j'avais eu un 12-20 en maths en seconde. Une fois quand j'avais demandé si je pouvais passer mon permis de conduire plus tôt. Et maintenant, il était assis derrière son bureau, les doigts joints en clocher comme s'il menait une évaluation de performance. Ma mère se tenait près de la porte, les bras croisés, silencieuse. « Assieds-toi » a dit mon père. Je suis restée debout. Il a expiré par le nez. « Claire, je vais être très claire avec toi. Si tu ne t'excuses pas publiquement auprès de Lucas lors de cette réunion du conseil, nous ne suspendons pas seulement le fonds d'études. Nous coupons tout soutien financier, les frais de scolarité de ton école actuelle, tes frais de club de débat, tes cours de prépa, tout. » Les mots ont frappé comme un coup physique. J'avais économisé un peu d'argent en donnant des cours particuliers, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir un semestre de dépenses, et encore moins les dossiers d'inscription post-bac. Vous me punissez pour quelque chose que je n'ai pas fait, ai-je dit doucement. Nous t'enseignons la responsabilité. Il s'est adossé à sa chaise. Tu as 17 ans, tu n'as pas le choix. Tu as des obligations envers cette famille, envers ton frère. J'ai regardé ma mère. Elle refusait de croiser mon regard. « Et si je ne le fais pas ?» ai-je demandé une dernière fois. L'expression de mon père n'a pas changé. « Alors tu aurais dû faire plus attention à la façon dont les gens te perçoivent. » C'est là que j'ai compris. Peu importait ce que j'avais réellement fait. Seul importait ce qu'ils voulaient croire. Et ils avaient déjà choisi Lucas. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai senti mon téléphone. L'application d'enregistrement tournait depuis que j'avais franchi la porte. « D'accord, » ai-je dit. Je m'excuserai. Mon père a cligné des yeux. La tête de ma mère s'est relevée brusquement. « Quoi ?» a-t-il dit. « Je m'excuserai ?» J'ai gardé ma voix égale, calme, comme j'avais appris à parler lors des tournois de débat quand mon adversaire perdait son sang-froid. À la réunion du conseil, je le ferai.
Lucas est apparu dans le couloir derrière ma mère, un sourire en coin. « Tu en as mis du temps. » Mon père a échangé un regard avec ma mère. Il s'attendait à une bagarre. Des larmes peut-être, des cris. Je ne leur avais rien donné de tout cela. « Bien, » a dit mon père, bien qu'il semblât incertain. « Nous discuterons de la formulation exacte plus tard cette semaine. » Parfait. Je me suis retournée et je suis sortie du bureau, passant devant Lucas, qui souriait toujours comme s'il avait gagné quelque chose, et je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte doucement, je l'ai verrouillée et je suis restée là dans le noir pendant un long moment. Puis je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il pensait que d'accord signifiait la reddition. Ce n'était pas le cas. J'ai ouvert mes emails et j'ai fait défiler jusqu'à un message que j'avais reçu il y a 3 mois. Celui avec l'entête du lycée Louis-le-Grand, celui que j'avais lu tant de fois que je l'avais mémorisé. Chère mademoiselle Dubois, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez obtenu une bourse d'excellence complète avec internat. J'ai cliqué dans mon dossier brouillon. Les papiers de transfert étaient déjà complétés à 90%. J'y travaillais depuis avril, juste au cas où j'aurais besoin d'une sortie de secours. Ce soir, j'ai réalisé que c'était le cas. J'ai sorti les formulaires de demande d'émancipation que j'avais sauvegardés du site du gouvernement et j'ai commencé à remplir les sections que j'avais laissées vides. Je n'avais pas besoin de leur permission. J'avais cessé d'en avoir besoin il y a 6 mois. 6 mois plus tôt, j'étais assise dans le coin le plus reculé de la bibliothèque de l'école, essayant de ne pas pleurer. Ça avait été une mauvaise semaine. Luca avait emprunté mon ordinateur portable sans demander et me l'avait rendu avec l'écran fissuré. Quand je l'avais dit à mes parents, ils avaient dit que les accidents arrivaient et que je devrais faire plus attention à l'endroit où je laisse mes affaires. Ensuite, ma mère avait manqué mon tournoi de débat final de la saison, celui qui déterminerait si je deviendrais capitaine, parce que l'équipe de Luca avait un match de barrage. Nous avions gagné. J'avais été nommée capitaine. Elle n'était pas là. Je pensais être seule dans la bibliothèque jusqu'à ce que j'entende la voix de Madame Nguyen derrière moi. Claire. J'ai essuyé mes yeux rapidement et je me suis tournée. Madame Nguyen était ma conseillère d'orientation, une femme à la voix douce d'une 50aine d'années, avec des yeux perçants à qui rien n'échappait. Elle avait immigré du Vietnam à l'adolescence, payé ses études elle-même et passé les 25 dernières années à s'assurer que des élèves comme moi ne passent pas à travers les mailles du filet. « Je vais bien », ai-je dit automatiquement. Elle s'est assise en face de moi. « Tu n'as pas l'air d'aller bien. » Et pour une raison quelconque, peut-être parce que j'étais fatiguée, peut-être parce qu'elle était la première personne depuis des mois à me demander vraiment, je lui ai dit, pas tout, mais assez. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « As-tu déjà entendu parler de l'internat d'excellence de Louis-le-Grand? » J'ai froncé les sourcils. Le lycée prestigieux à Paris, ils ont un programme de bourse. Elle a dit avec soin, « Pour des élèves exceptionnels issus de dynamiques familiales difficiles. Scolarité complète, chambre, pension. C'est compétitif, mais ton dossier scolaire est plus solide que la plupart des gamins que j'y ai envoyés. Mes parents ne me laisseraient jamais changer d'établissement. Et si tu n'avais pas besoin de leur permission, je l'ai fixée. » Elle a fait glisser une brochure sur la table, brillante, professionnelle, avec la cour d'honneur en couverture et des mots comme « basé sur le mérite » et « candidat indépendant » surlignés en jaune. « Pense-y », a-t-elle dit. « Et si tu veux en parler davantage, ma porte est toujours ouverte. » J'ai rapporté la brochure à la maison ce soir-là. Je ne l'ai pas jetée. 3 jours après la conversation du d'accord, mon père a rendu la chose officielle. Il a appelé la proviseure, Madame Martin, et a demandé du temps à l'ordre du jour pour la réunion du conseil d'administration de la semaine suivante. Période de commentaires publics, 5 minutes pour une affaire familiale. Madame Martin a accepté. Bien sûr qu'elle l'a fait. Mon père était un cadre supérieur en logistique dans une entreprise du CAC 40 et un donateur fréquent pour le programme sportif de l'école. Quand Richard Dubois demandait quelque chose, les gens disaient oui. Dès le déjeuner le lendemain, tout le monde savait. Lucas s'en était assuré. « Tu as entendu? Je l'ai surpris en train de raconter à ses coéquipiers à la cantine. Claire va s'excuser devant tout le conseil et genre la moitié des parents seront là. » Enfin non, ses amis ont ri.
Quelques-uns avaient l'air mal à l'aise, mais personne ne l'a contredit. J'ai continué à marcher, plateau en main, regard droit devant. Ma meilleure amie Émilie m'a rattrapée à notre table habituelle près des fenêtres. « C'est vrai? » a-t-elle demandé, se glissant sur le siège en face de moi. « La réunion du conseil? »« Ouais. »« Tu vas sérieusement t'excuser? » J'ai planté une fourchette dans ma salade. « C'est le plan? » Émilie a baissé la voix. « Claire, tout le monde sait que tu n'as pas dit ces trucs sur Lucas. Maxime raconte n'importe quoi. » Peu importe ce que tout le monde sait. Ce qui compte, c'est ce que mes parents croient. C'est dingue. Tout va bien. J'ai croisé son regard. Fais-moi confiance, je serai là. Elle a froncé les sourcils comme si elle essayait de lire entre les lignes, mais je ne lui ai rien donné d'autre. À la fin de la semaine, la rumeur m'avait transformée soit en une méchante qui avait enfin été prise, soit en une martyre sacrifiée pour sauver la réputation de son frère. Je n'ai corrigé aucune des deux versions. J'ai juste gardé la tête basse, fini mes papiers de transfert et pris rendez-vous avec un notaire pour le samedi matin. La réunion du conseil était lundi soir. J'avais 72 heures. Lundi matin, le jour de la réunion. Je suis arrivée à l'école 45 minutes en avance, avant la plupart du personnel et bien avant les élèves. Les couloirs étaient vides, les néons bourdonnaient au-dessus, l'air sentait encore légèrement le nettoyant industriel. Je suis allée directement à mon casier. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour le vider. Mes trophées de débat, 3, en laiton poli, chacun gravé avec première place et mon nom. Le collage photo qu'Émilie m'avait fait l'année dernière. Mes manuels déjà organisés par matière. J'ai tout emballé dans un sac en toile et j'ai fermé la porte métallique une dernière fois. Le casier est resté vide. Pas de notes, pas d'explications. J'ai marché jusqu'au bureau principal ensuite, où la secrétaire se connectait tout juste à son ordinateur. « Bonjour Claire, tu es là tôt. J'ai besoin de déposer quelque chose pour la proviseure Madame Martin. » Elle a fait un geste vers la porte de la proviseure. « Elle est là, vas-y. » J'ai frappé. Madame Martin m'a dit d'entrer. Elle était assise derrière son bureau, café en main, lisant une pile de papier. Quand elle a vu ce que je tenais, une chemise cartonnée, soigneusement étiquetée, son expression a changé. « Claire. » J'ai posé le dossier sur son bureau. Mes papiers de transfert. Signé, notarié, effectif immédiatement. Elle l'a ouvert lentement, scannant la première page. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a atteint la lettre de bourse, puis les documents d'émancipation. « Tu es sûre de toi? » Sa voix était calme. Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. Madame Martin ferma le dossier avec soin. « Est-ce que ta famille est au courant? » Ils le seront ce soir. Elle m'a étudié pendant un long moment. Puis elle a hoché la tête. « Je vais traiter ça. Tu es une jeune femme remarquable, Claire. J'espère que tu le sais. » J'ai réussi un petit sourire. « Merci, Madame la proviseure. » Quand j'ai quitté son bureau, mes mains étaient instables. Lucas m'a trouvée au déjeuner. J'étais assise avec Émilie à notre place habituelle, picorant un sandwich dont je n'avais pas faim. Quand il a déhoulé vers notre table, son visage était rouge, les yeux fous. « Qu'est-ce que tu fous? » Émilie a levé les yeux, surprise. J'ai posé mon sandwich. « Tu vas devoir être plus précis, » ai-je dit calmement. « Ton casier, il est vide. Je l'ai vu. » Il a planté ses mains sur la table et s'est penché. « Où sont tes affaires? » « Je l'ai vidé. »« Pourquoi? Est-ce que ça a de l'importance? »« Ouais. Ça a de l'importance. » Sa voix montait. Les gens aux tables voisines commençaient à regarder. « Tu es censé t'excuser ce soir. Tu es censé. Je serai à la réunion. » Je l'ai interrompu. J'ai dit que je le ferais. Je serai là. Il m'a fixé, le soupçon naissant dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu as fait? » « Rien dont tu aies besoin de t'inquiéter. » Je me suis levée, rassemblant mes déchets. « Je te verrai ce soir, Lucas. » Je suis partie avant qu'il ne puisse répondre. Émilie s'est dépêchée de me suivre. « Claire, qu'est-ce que c'est qui se passe? » a-t-elle chuchoté une fois que nous étions dans le couloir. « Je change d'école. Louis le Grand, bourse complète. » Elle s'est arrêtée de marcher. « Quoi? » Je t'expliquerai plus tard, je le promets, mais ce soir à la réunion. J'ai fait une pause. « Fais-moi juste confiance, d'accord? » Elle a hoché la tête lentement, essayant encore de comprendre. Le temps que je rentre à la maison cet après-midi-là, Lucas avait déjà appelé mes parents.
Je pouvais entendre la voix de mon père tonner depuis le bureau avant même d'ouvrir la porte d'entrée. Quand je suis entrée, ils m'attendaient tous les trois dans le salon. Le visage de mon père était rouge, ma mère avait l'air d'avoir pleuré, et Lucas se tenait près de la cheminée, les bras croisés, l'air vengé. « Il faut qu'on parle », a dit mon père. Maintenant, mon père se tenait au centre du salon comme un général s'adressant à un déserteur. « Lucas nous dit que tu as vidé ton casier, et quand j'ai appelé l'école, la proviseure a confirmé que tu as soumis des papiers de transfert. Il a fait un pas vers moi. Tu ne peux pas faire ça sans notre permission. Tu es mineur. » J'ai sorti le dossier de mon sac à dos, des copies, pas les originaux, et je le lui ai tendu. Il l'a ouvert, a feuilleté les pages. Son expression s'assombrissait avec chacune. Qu'est-ce que c'est? Papier d'émancipation, approuvé et notarié par le juge des tutelles. Selon la loi, je suis financièrement indépendante depuis 8 mois grâce aux revenus de mes cours particuliers et un poste d'assistante de recherche. Madame Nguyen est listée comme ma garante. C'est légal. Ma mère s'est levée. « Pourquoi nous fais-tu ça ?» Cette question. Comme si c'était moi qui causais du tort. Comme si j'étais l'agresseur. « Je ne vous fais rien, » ai-je dit, gardant ma voix égale. « Je fais quelque chose pour moi. »« Tu déchires cette famille, » a-t-elle dit, les larmes débordant. « Pour un malentendu. » Ce n'est pas un malentendu. Lucas a menti. Je n'ai pas répandu de rumeurs sur lui, mais au lieu de chercher la vérité, vous avez menacé de détruire mon avenir à moins que je n'avoue quelque chose que je n'ai pas fait. Les mains de mon père se sont serrées sur le dossier. Tu jettes cette famille pour un drame d'adolescent. Vous m'avez jeté au moment où vous l'avez choisi lui plutôt que la vérité. C'est dingue, a dit Lucas depuis le coin. Tu es dramatique. Je me suis tournée vers lui. Je suis libre, il y a une différence. Mon père a claqué le dossier sur la table basse. Si tu passes cette porte ce soir, tu n'es plus la bienvenue ici. Tu me comprends? Jamais. Je comprends. Ma voix n'a pas tremblé. La réunion du conseil commence à 19h. Je vous verrai là-bas. Je suis montée finir mes bagages. Derrière moi, j'ai entendu ma mère sangloter. Je n'ai pas regardé en arrière. 1 heure plus tard, mon père a essayé une dernière fois. Il est apparu dans l'embrasure de ma porte alors que je fermais la fermeture éclair de mon sac de sport. J'avais emballé léger, des vêtements pour une semaine, des articles de toilette, mon ordinateur portable et les trophées de mon casier. Tout le reste pouvait attendre. Claire, sa voix était plus calme maintenant, plus dangereuse. Laisse-moi être très claire. Si tu pars ce soir, tu n'es plus la bienvenue. Pas pour les vacances, pas pour les anniversaires, tu seras complètement seule. Je comprends. Vraiment? Il est entré dans la chambre. Comprends-tu ce à quoi tu renonces? Cette famille, ta maison, tout ce que nous t'avons fourni. Tout ce que vous avez fourni venait avec des conditions. Je n'en veux plus. Sa mâchoire s'est serrée. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu nous fais passer pour des parents terribles. C'était là. Pas sommes-nous des parents terribles, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Je ne vous fais passer pour rien, ai-je dit. Je dis juste la vérité. Il a sorti son téléphone. J'appelle Louis le Grand tout de suite. Tout de suite, je retire ton inscription. Tu peux essayer. Il a composé le numéro, mis sur haut-parleur. Une voix professionnelle a répondu. Lycée Louis le Grand. Comment puis-je diriger votre appel? Le proviseur M. Charpentier, s'il vous plaît. C'est Richard Dubois. Une pause. Puis la voix de M. Charpentier est arrivée sur la ligne, calme et mesurée. Monsieur Dubois, comment puis-je vous aider? Je dois retirer l'inscription de ma fille. Il y a eu un malentendu. Je suis désolée, Monsieur Dubois, mais je ne peux pas discuter de l'inscription de Mademoiselle Dubois avec vous. Elle est légalement émancipée et sa bourse et son logement sont à son nom. Si elle souhaite faire des changements, elle devra nous contacter directement. Le visage de mon père est devenu blanc. Monsieur Charpentier a continué. Nous sommes honorés de la voir, monsieur. Bonsoir. La ligne a coupé. À 18h, je me suis assise à mon bureau et j'ai assemblé 3 dossiers identiques. Bleu marine, professionnel, le genre qu'on utiliserait pour une présentation d'affaires. À l'intérieur de chacun, une copie imprimée de l'offre de bourse de Louis le Grand signée par M. Charpentier. Basée sur le mérite, couvrant la scolarité, l'internat et les frais.
accordée sur la base de ma proposition de recherche sur l'accès équitable aux ressources de santé mentale dans l'enseignement secondaire. Mes papiers d'émancipation, notariés et approuvés, montrant 8 mois d'indépendance financière grâce aux revenus du tutorat et à mon poste d'assistante de recherche. Et une transcription de la conversation du bureau de mon père, celle où il avait menacé de couper tout soutien financier à moins que je ne m'excuse. L'enregistrement avait été fait légalement avec mon consentement. J'ai étiqueté chaque dossier d'une écriture soignée pour Madame Martin, pour le conseil, pour mes dossiers. Mon téléphone a vibré. Un texto de Madame Nguyen. Prête? Je suis dehors? Presque. 5 minutes. Prends ton temps. Tu vas y arriver. Je me suis changée pour mettre la tenue que j'avais choisie avec soin ce matin-là. Chemise blanche boutonnée, blazer bleu marine, pantalon noir. Le blazer était neuf. Je l'avais acheté avec mon argent de tutorat il y a 2 semaines. Les couleurs de l'uniforme formel, délibéré. Je me suis tenue devant le miroir de ma chambre et je me suis à peine reconnue. Non pas parce que j'avais l'air différente, mais parce que pour la première fois depuis des années, je ressemblais à quelqu'un qui n'avait pas peur. J'ai ramassé mon sac de sport, je l'ai jeté sur mon épaule et j'ai attrapé les 3 dossiers. En bas, je pouvais entendre mes parents parler à voix basse et urgente. Les pas plus lourds de Lucas faisaient les 100 pas. J'ai descendu les escaliers une dernière fois. Ils étaient tous dans le salon, habillés pour la réunion. Ma mère avait mis du maquillage pour cacher le fait qu'elle avait pleuré. Mon père portait un costume. Lucas avait l'air nerveux. « On part dans 10 minutes », a dit mon père. « Je pars avec Madame Nguyen », ai-je répondu, et je suis sortie par la porte. Le bâtiment administratif de l'école avait l'air différent la nuit. Des lumières crues illuminaient l'entrée principale et les voitures remplissaient le petit parking. Les parents arrivaient pour la réunion du conseil. Ce n'était pas une session normale. Le bruit s'était répandu au sujet de l'affaire familiale à l'ordre du jour. Les gens étaient maintenant curieux. Madame Nguyen s'est garée près du fond. Elle s'est tournée vers moi, son expression douce mais sérieuse. Dernière chance de changer d'avis. Je ne change pas d'avis. Bien. Elle a souri. Alors, allons mettre quelques personnes mal à l'aise. Nous sommes entrés ensemble. La salle de réunion était déjà à moitié pleine. Des parents en tenue décontractée chic, quelques élèves éparpillés dans les rangées du fond, et les 7 membres du conseil assis à la longue table en acajou à l'avant. La proviseure, Madame Martin, était assise sur le côté, les mains jointes, regardant les gens entrer. Ma famille était déjà là, premier rang, au centre. Mon père était assis raide comme un piquet dans un costume gris anthracite. Ma mère continuait de lisser sa jupe. Lucas était affalé sur sa chaise, faisant défiler son téléphone. Ce même sourire en coin sur son visage. Il a levé les yeux quand je suis entrée. Le sourire a vacillé. Je portais une tenue formelle, je portais des dossiers et je marchais avec Madame Nguyen, que tout le monde connaissait comme la conseillère d'orientation qui faisait entrer les gamins dans les meilleures écoles. Quelque chose dans son expression a changé. Confusion, puis inquiétude. J'ai pris un siège 3 rangées derrière, du côté opposé de la salle. Madame Nguyen s'est assise à côté de moi. La présidente du conseil, une femme dans la soixantaine avec des cheveux argentés et des lunettes de lecture sur une chaîne, a frappé son marteau sur la table. « Bonsoir, cette réunion du conseil d'administration de l'école est maintenant ouverte. Nous avons plusieurs points à l'ordre du jour ce soir, y compris une demande de M. Richard Dubois pour un temps de parole public concernant une affaire familiale. » Elle a regardé directement mon père. « Monsieur Dubois, vous avez 5 minutes. » Mon père s'est levé en boutonnant sa veste de costume et la performance a commencé. Mon père s'est approché du micro à l'avant de la salle avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. « Merci, Madame la Présidente, membre du Conseil. » Il a hoché la tête respectueusement. « J'apprécie que vous me donniez ce temps ce soir. » Il s'est tourné légèrement, s'adressant à la salle, aux parents, aux témoins. Ma famille a traversé une situation difficile récemment. Mon fils Lucas a été impliqué dans une altercation à l'école, quelque chose dont je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Un garçon a été blessé, c'est grave et nous ne prenons pas cela à la légère. Quelques parents ont hoché la tête. Ma mère était assise très immobile, les mains jointes sur ses genoux. Mais ce qui a conduit à cette altercation, a continué mon père, était tout aussi grave. « Ma fille est Claire », il a fait un geste vers moi sans me regarder directement,
a répandu de fausses informations sur Lucas à d'autres élèves. Elle a dit aux gens qu'il avait triché à un examen. Ces rumeurs sont revenues aux oreilles du garçon impliqué, et c'est ce qui a déclenché la bagarre. Des murmures ont parcouru la salle. Maintenant, nous avons toujours enseigné à nos enfants que les actes ont des conséquences, que lorsque vous faites une erreur, vous l'assumez. Vous vous excusez, vous réparez. Sa voix était stable, raisonnable, la voix d'un père inquiet faisant de son mieux. Donc, nous sommes ici ce soir parce que Claire a accepté de prendre ses responsabilités, de s'excuser publiquement auprès de son frère et de cette communauté pour le mal qu'elle a causé. Il a regardé les membres du conseil. Nous aimons nos 2 enfants également, mais une partie de les aimer est de leur enseigner la responsabilité. Nous croyons que c'est un pas important en avant pour notre famille et pour l'intégrité de cette communauté scolaire. Lucas s'est redressé un peu, hochant la tête. Plusieurs parents ont échangé des regards. Certains avaient l'air compatissants. D'autres semblaient mal à l'aise, comme s'ils n'étaient pas sûrs que ce soit approprié pour une réunion publique. L'expression de la proviseure Madame Martin était soigneusement neutre. Mon père est retourné à son siège. La présidente du conseil m'a regardée. « Mademoiselle Dubois, souhaitez-vous répondre ?» Je me suis levée. J'ai marché jusqu'au micro, dossiers en main. La salle est devenue silencieuse. « Merci, Madame la Présidente. » Ma voix est sortie stable, claire. J'ai une déclaration, mais ce n'est pas une excuse. Une vague de chuchotements. La tête de mon père a claqué vers moi. Je suis ici ce soir pour informer le conseil et cette communauté que je suis transférée au lycée Louis-le-Grand avec effet immédiat. J'ai obtenu une bourse d'excellence complète couvrant la scolarité, l'internat et toutes les dépenses. Les chuchotements sont devenus plus forts. Lucas s'est levé à moitié, puis s'est rassis. Le visage de ma mère était devenu pâle. J'ai tendu le premier dossier à la proviseure Madame Martin. Elle l'a ouvert, a scanné la première page et a hoché la tête. Je soumets également de la documentation au conseil. J'ai passé le deuxième dossier à la présidente. À l'intérieur, vous trouverez ma lettre d'offre de bourse de M. Charpentier, proviseur de Louis-le-Grand, ainsi que mes papiers d'émancipation qui ont été légalement notariés. Je suis financièrement indépendante depuis 8 mois grâce au tutorat et à un poste d'assistante de recherche. La présidente du conseil a mis ses lunettes de lecture et a commencé à feuilleter les pages. Je me suis tournée pour faire face à la salle, pour faire face à mes parents. J'inclus également une transcription d'une conversation privée dans laquelle j'ai été menacée du retrait de tout soutien éducatif et financier à moins que je ne m'excuse pour un incident dans lequel je n'ai joué aucun rôle. Cet enregistrement a été fait légalement avec mon consentement. Mon père a bondi sur ses pieds. C'est absurde. C'est notre fille. Nous avons des droits. Le marteau de la présidente est tombé lourdement. Monsieur Dubois, veuillez vous asseoir. Mademoiselle Dubois a la parole. Il ne s'est pas assis. Vous ne pouvez pas juste. Monsieur Dubois. La voix de la présidente était ferme. Asseyez-vous. Lentement, il s'est enfoncé dans sa chaise. J'ai gardé mes yeux sur le conseil. Je ne demande pas la permission. Je vous informe de ma décision, qui est légale, documentée et définitive. La présidente du conseil lisait toujours mon dossier, son expression illisible. Un des autres membres du conseil, un homme dans la quarantaine, que je reconnus comme un avocat local, se pencha pour lire avec elle. « Ces documents semblent être en ordre, » dit la présidente avec prudence. « Mademoiselle Dubois, pouvez-vous expliquer les circonstances qui ont mené à votre demande d'émancipation? » « Oui, madame. J'ai gardé ma voix égale, professionnelle. Au cours des 8 derniers mois, j'ai subvenu à mes besoins financiers grâce à des cours particuliers et un poste d'assistante de recherche avec le Dr Sarah Cohen à l'université. Je gagne environ 900 € par mois, ce qui couvre mes dépenses personnelles et mon épargne. Madame Patricia Nguyen, ma conseillère d'orientation, a servi de marraine pour le processus d'émancipation. Madame Nguyen s'est levée brièvement. « Je peux confirmer cela, Madame la Présidente. » Le membre avocat a pris la parole. « Et la bourse pour Louis-le-Grand. Pouvez-vous nous en dire plus? » C'est basé sur le mérite. J'ai soumis une proposition de recherche sur l'accès équitable aux ressources de santé mentale dans l'enseignement secondaire. La bourse couvre l'intégralité des frais de scolarité, l'hébergement et une allocation pour les dépenses éducatives.
Monsieur Charpentier l'a attribué sur la base des résultats scolaires et de la force de mes recherches. Quand avez-vous été notifié? Il y a 3 mois. Plus de chuchotements. Le visage de mon père était passé du rouge au violet presque. La présidente du conseil a posé le dossier. Monsieur Dubois, étiez-vous au courant du statut d'émancipation de votre fille? Non. Sa voix était tendue. Parce que c'est n'importe quoi. Elle a 17 ans, elle ne peut pas juste. En fait, elle peut. Le membre avocat a tapoté les papiers. Si elle atteint le seuil d'indépendance financière et a un parrain approuvé, l'émancipation est légale pour les mineurs de 16 ans et plus. Et ces documents sont correctement notariés et déposés. Mon père a regardé ma mère. Elle pleurait silencieusement, le mascara coulant sur ses joues. « Mais, a-t-il commencé. Monsieur Dubois, a interrompu la présidente, si ces documents sont légitimes, et ils semblent l'être, alors mademoiselle Dubois ne nécessite plus le consentement parental pour les décisions éducatives. » Mon père s'était levé à nouveau, ses mains agrippant le dossier de la chaise devant lui. « C'est une affaire de famille, a-t-il dit, la voix tremblante. Cela devrait être traité en privé, pas devant. C'est vous qui avez demandé le temps de parole publique, ai-je dit doucement. Il a tournoyé vers moi. Tu as manipulé toute cette situation, tu as planifié ça. Je me suis protégée. Il y a une différence. La présidente du conseil a frappé son marteau à nouveau. Monsieur Dubois, je comprends que ce soit émotionnel, mais veuillez vous abstenir d'éclat. Ma fille fait une énorme erreur. Avec tout le respect que je vous dois, a interrompu le membre avocat. Elle exerce ses droits légaux. Et d'après ce que je lis ici, elle a de bonnes raisons de le faire. La bouche de mon père s'est ouverte et fermée. La présidente du conseil m'a regardée. « Mademoiselle Dubois, vous avez mentionné un incident impliquant votre frère. Pouvez-vous clarifier? » J'ai pris une respiration. C'était la partie qui comptait, pas seulement pour moi, mais pour Maxime Lefebvre. Mon frère Lucas a agressé un autre élève. Maxime Lefebvre, il y a 2 semaines, Maxime a souffert d'un nez cassé et d'une commotion cérébrale. Lucas a justifié l'agression Anne, prétendant que j'avais répandu des rumeurs sur lui trichant à un examen, ce qui a provoqué Maxime. J'ai fait une pause. Je n'ai jamais rien dit de tel. Je n'ai jamais discuté des résultats scolaires de Lucas avec Maxime ou qui que ce soit d'autre. Lucas a menti pour éviter de prendre la responsabilité de ses actes. La salle a explosé. Les parents se sont tournés les uns vers les autres, chuchotant avec urgence. Quelqu'un au dernier rang a dit « Attends, le gamin Lefebvre? » J'ai entendu parler de ça. La proviseure Madame Martin s'est levée. Je peux confirmer que notre enquête n'a trouvé aucune preuve reliant Mademoiselle Dubois à l'altercation. L'audience disciplinaire de Lucas est toujours en attente. Lucas me fixait comme si je venais de mettre le feu à son monde entier. Mon père a regardé autour de la salle, réalisant trop tard que le récit avait changé et qu'il ne reviendrait pas en arrière. Je veux faire une pause ici, juste une seconde. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre maison, comme si peu importe ce que vous faisiez, ce ne serait jamais assez. Laissez un cœur dans les commentaires. Je vous vois. Et si vous êtes de mon côté en ce moment, appuyez sur le bouton « J'aime ». Voyons combien d'entre vous sont là pour le retournement de situation. Restez là. Vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite à cette réunion. La présidente du conseil a appelé au calme, son marteau s'abattant 3 fois avant que le bruit ne s'éteigne. « Mademoiselle Dubois, a-t-elle dit, êtes-vous en train de dire que votre frère a fabriqué l'accusation contre vous? »« Oui, madame. » « Et vous déclarez pour le procès-verbal que vous n'avez eu aucune implication dans l'incident qui a mené à la blessure de Maxime Lefebvre? »« Correct. Je n'ai jamais parlé à Maxime de mon frère. Pas de triche, pas de quoi que ce soit. » Lucas avait besoin de quelqu'un à blâmer, et j'étais commode. La proviseure Madame Martin s'est avancée. L'enquête de l'école soutient le récit de Mademoiselle Dubois. Nous avons interrogé plusieurs élèves. Personne n'a pu corroborer l'affirmation de Lucas selon laquelle sa sœur avait répandu des rumeurs. En fait, plusieurs élèves ont déclaré qu'ils ne l'avaient jamais entendu parler de son frère du tout. Un parent près de l'avant a levé la main. « Je connais la famille Lefebvre. Ce garçon a été hospitalisé. Êtes-vous en train de dire que Lucas l'a juste attaqué sans raison? Il y avait une raison, ai-je dit. Lucas a un tempérament. Il ne gère pas bien la critique. »
Et quand Maxime a remis en question quelque chose qu'il a dit, je ne sais pas quoi exactement, Lucas a réagi avec violence. Ensuite, il m'a blâmé pour se faire passer pour la victime. Mon père était de nouveau debout. Ce n'est pas. Lucas se défendait. Contre quoi? Je me suis tournée pour lui faire face directement. Maxime pèse peut-être 60 kilos. Il est dans l'orchestre. Ce n'est pas un combattant. Lucas pèse 25 kilos de plus que lui et joue en équipe première de foot. Il n'y avait pas de légitime défense. Il y avait juste Lucas en colère et quelqu'un de plus petit qui ne pouvait pas riposter. Ma mère sanglotait ouvertement maintenant. Le visage de Lucas était devenu rouge vif. « Tu mens. Tu m'as toujours détesté. »« Je ne te déteste pas, ai-je dit, et je le pensais. Mais je ne serai plus punie pour tes choix. » La présidente du conseil a regardé la proviseure, Madame Martin. « La famille de l'élève blessé a-t-elle été informée du témoignage de ce soir? Je les contacterai immédiatement, a dit Madame Martin. Veillez à le faire, et l'audience de Lucas Dubois passera au niveau supérieur. Ce conseil prend la violence au sérieux. La porte au fond de la salle s'est ouverte. Tout le monde s'est tourné. Un homme dans la cinquantaine est entré portant un costume anthracite avec un insigne de Louis le Grand sur son revers. Ses cheveux étaient argentés, sa posture droite, et il se portait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait passé des décennies dans l'éducation. Monsieur Martin Charpentier. « Mes excuses pour l'interruption, a-t-il dit, sa voix calme, mais portant facilement à travers la salle. Je suis Monsieur Charpentier, proviseur du lycée Louis-le-Grand. Je voulais être ici en personne pour répondre à toute question concernant l'inscription de Mademoiselle Dubois. » La présidente du conseil a cligné des yeux. « Monsieur Charpentier, c'est inattendu. Madame Nguyen m'a informé de la réunion de ce soir. Compte tenu des circonstances, j'ai pensé qu'il était important de clarifier la position de Louis le Grand. » Il a marché vers l'avant, hochant la tête respectueusement au conseil. Claire Dubois a été acceptée dans notre école avec une bourse d'excellence complète. Cette bourse a été attribuée sur la base de son dossier scolaire exceptionnel, son leadership dans le débat et sa proposition de recherche sur la politique de santé mentale des adolescents, qui a impressionné tout notre comité de bourse. Il s'est tourné pour me regarder et son expression s'est adoucie. « Mademoiselle Dubois, nous sommes fiers de vous avoir. Votre travail est exactement le genre d'enquête réfléchie et compatissante que nous valorisons. » Quelques parents ont murmuré en approbation. Monsieur Charpentier s'est adressé à mon père ensuite. « Monsieur Dubois, je comprends que ce soit difficile, mais je veux vous assurer, vous et cette communauté, que la décision de votre fille n'était pas impulsive. Elle est en contact avec notre bureau des admissions depuis des mois. Elle a mérité cette opportunité. » Mon père n'a rien dit. Il avait l'air vidé. « Le logement de Claire à l'internat commence ce soir, » a continué M. Charpentier. « Elle restera dans notre dortoir du campus, entièrement soutenue par notre personnel. Nous prenons notre devoir de protection très au sérieux. » La présidente du conseil a hoché la tête lentement. « Merci, M. Charpentier. Je pense que cela clarifie considérablement les choses. » Ma mère s'est levée. Sa voix tremblait, mais elle s'est forcée à la rendre calme. « Nous !» Elle s'est raclée la gorge. « Nous voulions seulement ce qu'il y a de mieux pour Claire. Cette bourse est merveilleuse, et nous sommes fiers d'elle, mais elle est encore si jeune, 17 ans. Nous voulons juste nous assurer qu'elle ne prend pas une décision qu'elle regrettera. » C'était une tentative décente de limitation des dégâts. Elle essayait de recadrer le récit, faire passer ça pour de l'inquiétude parentale au lieu de ce que c'était réellement. Mais j'avais fini de les laisser réécrire l'histoire. « Maman, » ma voix était douce mais ferme. « Je ne te demande pas d'être d'accord avec ma décision. Je te dis au revoir. » Son visage s'est effondré. Mon père a essayé une fois de plus. « Claire, nous pouvons en discuter à la maison. Ce n'est pas l'endroit. » Je n'habite plus là-bas. J'ai regardé M. Charpentier. Mon logement commence ce soir. Ce soir, Madame Nguyen me conduit au campus après cette réunion. Mon père s'est tourné vers la présidente du conseil. Désespérée maintenant. Elle est sous influence. Quelqu'un la manipule. Monsieur Dubois. Le ton de la présidente du conseil était définitif. Votre fille est légalement émancipée. Elle a présenté des documents d'indépendance financière, de mérite académique et une bourse complète pour une institution prestigieuse.
À moins que vous n'ayez des preuves de coercition ou de fraude, ce que vous n'avez clairement pas, cette affaire est résolue. » Elle m'a regardée. « Mademoiselle Dubois, au nom de ce conseil, je veux vous féliciter pour votre courage et votre préparation. Vous avez géré cette situation avec une maturité remarquable. Merci, madame. » Elle a hoché la tête. La séance est levée. Le marteau est tombé. Les gens ont commencé à se lever, rassemblant leurs affaires, chuchotant les uns aux autres. Plusieurs parents ont jeté un coup d'œil à ma famille avec des expressions allant de la pitié à la désapprobation. Mon père était assis figé. Lucas fixait le sol et ma mère continuait de pleurer. Alors que les gens sortaient, les chuchotements devenaient plus forts. Je suis restée près de l'avant avec Madame Nguyen et Monsieur Charpentier, assez près pour entendre des fragments de conversation. « Tu as entendu cette partie sur l'enregistrement? Ils ont menacé de la couper des vivres pour quelque chose qu'elle n'a même pas fait. »« Je veux dire, c'est de l'abus, non? Et le frère qui envoie un gamin à l'hôpital et blâme ensuite sa sœur. Quel genre de famille? » Une femme que je reconnus de l'association des parents d'élèves s'est approchée de ma mère. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait offrir du réconfort. Au lieu de cela, elle a dit, la voix froide, « Suzanne, je pense que toi et Richard devez examiner sérieusement vos choix parentaux. » Ma mère a tressailli. Un autre parent, un père dont le fils était dans l'équipe de foot de Lucas, a secoué la tête en passant. « J'ai toujours pensé que vous étiez une famille modèle. » Comme quoi, on ne sait jamais. Lucas était entouré de quelques-uns de ses coéquipiers, mais ils avaient l'air mal à l'aise. L'un d'eux a murmuré « Mec, tu as menti sur ta sœur. C'est n'importe quoi. » Lucas les a bousculés et est sorti. Mon père a essayé d'approcher la présidente du conseil, probablement pour plaider sa cause une fois de plus, mais elle a levé une main. « Monsieur Dubois, je pense qu'il vaut mieux que nous mettions de côté toute autre discussion. Votre famille a besoin de temps pour digérer. » C'était un renvoi poli. Il est resté là un moment, la mâchoire serrée, puis s'est tourné et a suivi Lucas dehors. Ma mère s'est attardée, me regardant à travers la pièce. Ses yeux étaient rouges, son maquillage ruiné. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est juste tournée et est partie. La proviseure Madame Martin s'est approchée de moi tranquillement. « Claire, si tu as besoin de quoi que ce soit, référence, relevé de notes, quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. »« Merci, Madame la proviseure. »« Tu méritais mieux que ça, » a-t-elle dit doucement. Je n'avais pas de réponse à cela. Alors j'ai juste hoché la tête. Madame Nguyen attendait près de sa voiture sur le parking quand je suis enfin sortie. L'air frais de la nuit m'a frappée, et pour la première fois de toute la soirée, je me suis laissée respirer. « Prête ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la soudaine boule dans ma gorge. Elle a ouvert la portière passager pour moi, puis a contourné pour aller côté conducteur. En démarrant le moteur, elle m'a jeté un coup d'œil. « Ça va? » ?»« Je crois. » Ma voix sonnait étrange, lointaine. « Ça ira. Tu as géré ça avec plus de grâce que la plupart des adultes ne pourraient le faire. » Elle est sortie du parking, passant devant les rangées de voitures qui se vidaient encore. « Je suis fière de toi, Claire. Merci pour tout, de m'avoir cru quand. » Je me suis arrêtée, déglutissant difficilement. « Quand ils ne l'ont pas fait, tu n'avais pas besoin que je te croie. Tu connaissais la vérité. J'ai juste tenu la porte ouverte. » Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'Audi de mes parents garé sous un lampadaire. Ils étaient assis à l'intérieur, immobiles. Lucas était sur le siège arrière, voûté sur son téléphone. Ils avaient l'air petits. Pour la première fois de ma vie, ils n'avaient pas l'air puissants. Ils avaient l'air perdus. Je me suis détournée. Madame Nguyen s'est penchée et m'a serré la main brièvement. « Tu sais quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite ce soir? » « Quoi? » »« Tu t'es choisi toi-même. Beaucoup de gens n'apprennent jamais à faire ça. » J'ai regardé mes mains, tenant toujours le 3e dossier, celui marqué pour mes archives. Je ne me suis pas sentie courageuse, ai-je admis. C'est parce que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire la bonne chose même quand on est terrifié. J'ai réussi un petit sourire. « Tu as tiré ça d'un biscuit chinois? » Elle a ri. « Probablement, mais c'est quand même vrai. » Le campus de Louis-le-Grand ressemblait à quelque chose sorti d'un film la nuit. De vieux bâtiments en pierre avec du lierre grimpant au mur. Des lampadaires en fer forgé projetant des flaques de lumière chaude sur les chemins pavés.
des élèves marchant en petits groupes, riant, portant des livres. Cela ressemblait à un endroit où les gens avaient leur place. Madame Nguyen m'a accompagnée jusqu'au dortoir, un bâtiment historique près du centre du campus. La surveillante d'internat, une jeune femme d'âge universitaire avec des yeux gentils, nous a rencontrés à l'entrée. « Claire Dubois, c'est moi. Bienvenue. Je suis Sarah, ta surveillante. Monsieur Charpentier a appelé. Ta chambre est prête. » Elle m'a tendu une carte magnétique. 3e étage, chambre 312. C'est une chambre individuelle, donc tu auras de l'intimité. Si tu as besoin de quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit, ma chambre est la 301. N'hésite pas. Merci. Madame Nguyen m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte. Tu as mon numéro? Appelle-moi n'importe quand, jour ou nuit. Je le ferai. Je suis sérieuse, Claire. Claire, tu n'es pas seule. Je l'essaierai plus fort. Je sais. Quand elle est partie, j'ai pris les escaliers jusqu'au 3e étage. La chambre 312 était petite mais propre. Un lit simple avec une couette bleu marine, un bureau près de la fenêtre, une armoire, une étagère. Tout simple et fonctionnel. J'ai posé mon sac de sport sur le lit et j'ai regardé autour de moi. Personne ne criait, personne ne pleurait, personne ne me blâmait pour des choses que je n'avais pas faites. C'était calme. Je me suis assise au bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. 37 SMS, 12 appels manqués, tous de ma famille. Je ne les ai pas lus. J'ai bloqué les 3 numéros, effacé les notifications et fermé le téléphone. Puis j'ai regardé par la fenêtre le campus en contrebas. Des élèves se déplaçant entre les bâtiments, vivant leur vie libre et sans fardeau. Pour la première fois en 17 ans, je suis allée me coucher sans me demander si j'étais assez. Ici, je l'étais déjà. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email de la proviseure Madame Martin. J'étais assise dans la bibliothèque de Louis le Grand, un espace magnifique avec de hauts plafonds, de grandes fenêtres et des étagères qui sentaient le vieux papier et les possibles quand mon ordinateur a sonné. Objet. Mise à jour concernant Lucas Dubois. Chère Claire, je voulais t'informer que suite à la réunion du conseil d'administration et à l'enquête qui a suivi, Lucas Dubois a été suspendu pour le reste du semestre. Il devra terminer ses cours à distance et sera transféré dans une autre école à l'automne. De plus, la famille Lefebvre a été informée des circonstances entourant l'altercation. Ils ont choisi de ne pas porter plainte, mais Lucas est tenu de suivre un conseil en gestion de la colère et d'effectuer des travaux d'intérêt général dans le cadre d'un accord de justice réparatrice. J'espère que cela t'apportera une certaine clôture. Tu es très courageuse d'avoir parlé, pas seulement pour toi-même, mais pour Maxime aussi. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Cordialement, proviseur Karen Martin. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai tapé une courte réponse. Merci de m'avoir tenu au courant. J'espère que Lucas obtiendra l'aide dont il a besoin, et j'espère que Maxime guérit. Claire. J'ai fermé l'ordinateur et je me suis adossée à ma chaise. Lucas avait des conséquences, des vraies. Pas une leçon de morale ou une tape sur les doigts, mais une véritable responsabilité. Et Maxime. Maxime avait été entendu. Sa famille connaissait la vérité maintenant. Cela n'annulait pas le mal, cela n'effaçait pas ce qui s'était passé, mais c'était quelque chose. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Émilie, ma meilleure amie de mon ancienne école. Tout le monde parle de ce que tu as fait. Tu es une sorte de légende. J'ai souri et j'ai répondu. Je suis juste une personne qui en a eu marre de se taire. Quand même, tu es mon héroïne. J'ai posé le téléphone et regardé autour de la bibliothèque. Je n'avais pas besoin d'être une héroïne. J'avais juste besoin d'être libre. 2 semaines après la réunion du conseil, ma mère a envoyé un email. J'avais débloqué son numéro assez longtemps pour voir s'il y avait des urgences, puis je l'avais regretté immédiatement. 3 messages vocaux, 7 textos, toutes des variations de « nous devons parler » et « s'il te plaît, rentre à la maison ». Mais l'email était différent. Objet. Tu me manques, Claire. Je sais que tu es en colère et tu as tout à fait le droit de l'être. Ton père et moi avons fait des erreurs. Nous n'avons pas écouté comme nous aurions dû. Nous avons laissé Lucas s'en tirer avec trop de choses et nous t'avons mise dans une position impossible. Tu me manques. La maison semble vide sans toi. Je continue d'aller dans ta chambre et de penser à
Les fois où j'aurais dû être là et où je n'étais pas. Je ne te demande pas de nous pardonner tout de suite. Je veux juste parler. Peut-on se voir pour un café ou un déjeuner? N'importe quoi. Je t'aime, maman. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Une partie de moi voulait la croire. Une partie de moi voulait te répondre immédiatement, dire oui, reconstruire quelque chose. Mais une autre partie, la partie qui avait appris à se protéger, savait mieux. Les mots étaient faciles. Le changement était difficile. J'ai attendu 3 jours avant de répondre. Maman, j'apprécie que tu me contactes. Je ne suis pas prête à reprendre contact pour le moment. J'ai besoin de temps pour construire ma propre vie loin des dynamiques qui m'ont blessée. Cela ne veut pas dire que je ne serai jamais prête, mais je ne peux pas prédire quand ou si cela arrivera. Si et quand je serai prête à parler, je te le ferai savoir. D'ici là, s'il te plaît, respecte cette limite. Claire. Sa réponse est arrivée dans l'heure. Je comprends. J'attendrai. Je t'aime. Je n'ai pas répondu. Mon père n'a jamais envoyé d'email, jamais appelé. Sa fierté ne le permettait pas. Lucas a envoyé un texto 2 semaines plus tard. Désolé. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Des excuses sans changement de comportement n'étaient que de la manipulation avec une meilleure grammaire. S'il voulait le pardon, il devrait le mériter. Et je ne retenais pas mon souffle. 3 semaines après le début du semestre, j'ai passé les auditions pour l'équipe de débat de Louis le Grand. J'ai failli ne pas le faire. La vieille peur s'est insinuée, la voix qui disait que je n'étais pas assez bonne, que je n'avais été capitaine dans mon ancienne école que parce que la compétition n'était pas sérieuse, qu'ici, entourée de gamins issus de milieux d'élite, je serais exposée comme une imposture. Mais j'y suis allée quand même. Les essais ont eu lieu dans une salle de conférence avec des boiseries sombres et des portraits d'anciens élèves distingués alignés sur les murs. 8 élèves se sont présentés. J'en ai reconnu quelques-uns de mes cours. Vifs, confiants, le genre de gamin qui avait été préparé au succès depuis la naissance. Le capitaine de l'équipe, un terminal nommé Marc, un Marc différent, pas celui de mon ancienne école, a distribué le sujet du débat. Les établissements d'enseignement devraient-ils prioriser les politiques d'admission basées sur le mérite ou sur l'équité? Nous avions 15 minutes pour préparer, puis 2 minutes pour argumenter. Je suis passée en dernier. Quand ce fut mon tour, je me suis tenue au pupitre et j'ai plaidé ma cause, non seulement avec des faits et de la logique, mais avec le poids de l'expérience vécue. J'ai parlé d'accès et d'opportunité. De la façon dont le mérite sans équité n'était que du privilège renommé, de la façon dont les meilleures écoles prétendaient vouloir de la diversité, mais n'interrogeaient jamais les systèmes qui déterminaient qui pouvait être excellent en premier lieu. Quand j'ai fini, la salle était silencieuse. Puis Marc a souri. C'était impeccable. Où as-tu appris à structurer un argument comme ça? Expérience de vie, ai-je dit. Il a ri. Tu es dans l'équipe titulaire. Bienvenue dans l'équipe. Ce soir-là, l'équipe est sortie manger une pizza. De la vraie pizza, pas le genre chic que mon ancienne famille commandait. Nous nous sommes entassés dans une banquette. Nous disputons surtout de la politique étrangère, à savoir si l'ananas avait sa place sur une pizza. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. Pas de performance, pas de faux semblants, juste moi. Très vite, si vous avez déjà quitté des gens qui ne vous valorisaient pas et trouvé votre tribu de l'autre côté, laissez un commentaire. J'aimerais entendre votre histoire. Et si vous êtes pour cette version de ma vie, celle où j'ai juste le droit d'être, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Il y a plus dans cette histoire, et je pense que vous voudrez entendre comment elle se termine. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé ensuite. Le semestre de printemps a apporté le gala annuel des bourses de Louis le Grand. Il s'est tenu dans une salle de réception hors campus, des lustres ruisselants de cristal, des tables rondes habillées de lin blanc, une scène à l'avant avec un podium et un micro. Parents et donateurs remplissaient la salle vêtus de tenues de cocktail, sirotant du vin et signant des chèques pour soutenir la prochaine génération d'étudiants. Je portais une robe bleu marine, simple, élégante, achetée avec l'argent que j'avais économisé du tutorat. Madame Nguyen m'avait aidée à la choisir. Elle était là ce soir-là aussi, assise à une table près de l'avant. Monsieur Charpentier a pris la scène après le dîner.
Ce soir, nous célébrons les étudiants qui incarnent les valeurs de notre établissement. L'excellence académique, la curiosité intellectuelle et l'engagement à utiliser leurs dons pour servir les autres. Il a énuméré plusieurs noms. Des étudiants qui avaient publié des recherches, gagné des compétitions nationales, obtenu une admission anticipée à Sciences Po ou Polytechnique. Puis il a dit « Claire Dubois ». Claire Dubois nous a rejoints en milieu d'année en tant que boursière au mérite. En seulement 6 mois, elle est devenue capitaine de notre équipe de débat universitaire, a publié un article dans le Journal de politique de santé des adolescents et a fondé un programme de mentorat par les pairs pour les étudiants de première génération. Je n'avais pas réalisé tout ce que j'avais fait jusqu'à ce que je l'entende dire à haute voix. Claire illustre ce que signifie surmonter l'adversité avec grâce et intelligence. Voudriez-vous vous joindre à moi pour l'accueillir sur scène? Les applaudissements ont rempli la salle. J'ai marché jusqu'au podium, le cœur battant. Merci, Monsieur Charpentier. J'ai regardé le public, les donateurs, les parents, les élèves et Madame Nguyen qui essuyait ses yeux. Je suis ici ce soir parce que des gens ont cru en mon potentiel quand mes circonstances ne le faisaient pas. Madame Nguyen, ma conseillère d'orientation, a vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir moi-même. Monsieur Charpentier et cette école m'ont donné une chance quand j'en avais le plus besoin. J'ai fait une pause. À tous ceux qui regardent et qui se sentent piégés par la famille, par les attentes, par des gens qui vous sous-estiment, votre valeur n'est pas définie par qui croit en vous. Trouvez votre porte, franchissez-la. Vous méritez un endroit où vous n'avez pas à rétrécir pour vous adapter. Les applaudissements étaient plus forts cette fois. Après les discours, j'ai trouvé Madame Nguyen près du fond de la salle de bal. Elle se tenait près de l'une des hautes fenêtres, regardant les lumières du jardin. Et quand elle m'a vue approcher, elle a souri. « Tu as été magnifique là-haut. » Je l'ai serrée dans mes bras. « Merci pour tout, de m'avoir vue quand personne d'autre ne le faisait. » Elle m'a serrée en retour, et quand nous nous sommes séparés, ses yeux étaient rouges. « Tu as fait ça toi-même, Claire. » J'ai juste tenu la porte ouverte. « Tu as tenu plus que ça. Ma voix s'est brisée. Tu as gardé de l'espace pour moi quand je n'avais nulle part où aller en sécurité. Tu m'as donné des options quand je pensais que je n'en avais pas. Tu. J'ai arrêté d'essayer de trouver les bons mots. Tu m'as sauvé la vie. » Madame Nguyen a secoué la tête doucement. « Tu as sauvé ta propre vie. Je t'ai juste rappelé que tu pouvais. » Oh, nous sommes restés là en silence un moment, regardant les autres invités se mêler. « Puis-je te demander quelque chose? » ai-je dit. « Bien sûr. Pourquoi m'as-tu aidé? Tu me connaissais à peine. » Elle a incliné la tête, réfléchissant. « Je suis conseillère depuis 25 ans. J'ai vu beaucoup de gamins passer à travers les miles du filet parce que personne n'a pris la peine de regarder 2 fois. Tu étais brillante, travailleuse et gentille, mais tu étais invisible dans ta propre maison. Ce n'est pas juste, et je ne pouvais pas laisser ça continuer. Tu n'avais pas à faire tout ça. Si je devais. » Sa voix était ferme. « Parce que si je ne le faisais pas, qui le ferait? Les gamins comme toi sont la raison pour laquelle je fais toujours ce travail. Tu es la raison pour laquelle je crois que l'éducation peut changer des vies. » Je ne me faisais pas confiance pour parler, alors je l'ai juste serré dans mes bras à nouveau. « Va profiter du reste de ta soirée, » a-t-elle dit en souriant. « Tu l'as mérité. » 18 mois ont passé. Ma famille n'est pas venue au gala. Je ne les avais pas invités et ils n'avaient pas demandé. Il n'y a pas eu de réunion larmoyante, pas de grandes excuses, pas de moment parfait de cinéma où tout le monde s'est embrassé et a promis de faire mieux. Ma mère envoyait des emails occasionnels, des mises à jour sur la famille, des questions sur l'école, des tentatives soigneusement formulées pour reconstruire un lien. Je répondais poliment, mais brièvement, conversation de surface, rien de profond. Mon père n'a jamais pris contact, pas une fois. Et Lucas. Lucas a essayé finalement. 6 mois après la réunion du conseil, il a envoyé un autre message. « Je suis en thérapie maintenant, une vraie thérapie. Pas juste la gestion de la colère que l'école m'a fait faire. Je commence à comprendre pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait, pourquoi je t'ai blâmé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que j'essaie d'être meilleure. » Je l'ai lu 3 fois avant de répondre. « Je suis contente que tu reçoives de l'aide. J'espère que ça marche pour toi. »
C'était tout. 1 mois plus tard, il en a envoyé un autre. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je suis désolée pour tout, d'avoir menti, d'avoir fait de toi le bouc émissaire, d'être la raison pour laquelle tu as dû partir. J'ai répondu à nouveau tout aussi brièvement. Je ne suis pas partie à cause de toi. Je suis partie parce que j'avais besoin de me choisir moi-même. Il n'a plus envoyé de message après ça. Et j'étais d'accord avec ça. Certains ponts ne sont pas faits pour être reconstruits. Certains sont faits pour être laissés derrière soi afin de pouvoir construire de nouvelles routes vers l'avant. Je ne détestais pas ma famille. Je ne leur souhaitais pas de mal, mais je ne leur devais pas non plus l'accès à ma vie juste parce que nous partagions de l'ADN. Le pardon n'était pas obligatoire. La guérison l'était. Et j'ai choisi de guérir dans un endroit où je n'étais pas blessée. À la fin de ma dernière année, j'avais postulé à 6 stages. J'ai eu 5 offres. Celui que j'ai accepté venait de l'Institut Montaigne, un groupe de réflexion politique à Paris axé sur la réforme de l'éducation et l'équité sociale. C'était compétitif, non payé, mais prestigieux, le genre d'opportunité qui ouvrait des portes. L'email d'acceptation est arrivé un mardi matin. Chère mademoiselle Dubois, nous avons le plaisir de vous offrir un stage de recherche d'été avec notre programme de politique éducative. Votre proposition sur l'accès équitable aux bourses pour les étudiants sous-représentés était exceptionnelle et nous croyons que votre perspective sera inestimable pour notre équipe. Je l'ai lu assise dans ma chambre de dortoir, le café refroidissant sur mon bureau, et j'ai juste souri. Il y a 1 an et demi, j'étais assise dans ma chambre d'enfance, terrifiée et piégée, me demandant comment je survivrais sans le soutien de mes parents. Maintenant, j'avais un stage dans l'un des think tanks les plus respectés du pays. J'ai appelé Madame Nguyen. « Je l'ai eu », ai-je dit dès qu'elle a décroché. « Le stage. »« Oui !» Elle a laissé échapper un rire ravi. « Claire, c'est incroyable. Je suis tellement fière de toi. Je veux aider d'autres enfants, lui ai-je dit. Des enfants comme moi. Des enfants qui ont besoin d'une issue, mais ne savent pas par où commencer. Alors tu le fais déjà, a-t-elle dit doucement. Juste en existant, juste en leur montrant que c'est possible. Cet été-là, j'ai travaillé dans un immeuble de bureaux en verre dans le centre de Paris, recherchant les écarts de financement dans l'éducation publique et rédigeant des recommandations politiques. Je me suis assise dans des réunions avec des gens qui avaient écrit des livres que j'avais lus au lycée. J'ai appris à transformer l'expérience vécue en données, à plaider pour un changement que les gens au pouvoir ne pouvaient pas ignorer. Et chaque jour, je suis entrée dans ce bâtiment en sachant que j'avais mérité ma place à la table. Personne ne me l'avait donnée. Je l'avais construite moi-même. Un soir, calme à la fin de l'été, je me suis assise sur les marches du bâtiment principal de Louis-le-Grand et j'ai ouvert mon journal. J'avais commencé à en tenir un après ma première séance de thérapie, quelque chose que mon conseiller à l'école avait suggéré, un moyen de traiter tout ce qui s'était passé, un moyen de garder de l'espace pour le chagrin et le soulagement qui coexistaient d'une manière ou d'une autre. J'ai écrit lentement, réfléchissant à chaque phrase. Il y a 1 an, je pensais que partir signifiait perdre. Je pensais que m'éloigner me rendait faible, faisait de moi la méchante dans l'histoire de ma propre famille. J'avais tort. Partir a été la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. Pas parce que c'était bruyant ou dramatique, mais parce que c'était calme, planifié et à moi. Mes parents voulaient que je m'excuse d'exister en dehors de leur récit, d'être quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas contrôler. J'ai refusé. Et au lieu de rétrécir pour correspondre à leurs attentes, j'ai construit une nouvelle vie où je n'avais pas à le faire. Je ne les déteste pas. Je ne les blâme même plus. Pas vraiment. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Ce n'était juste pas assez. Et ce n'est pas ma responsabilité de réparer ça. À quiconque lira ceci un jour, vous n'êtes pas obligé de rester dans des espaces qui vous diminuent. Pas même la famille. Surtout pas la famille. Vous avez le droit de vous choisir. Vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit de partir sans culpabilité. Je n'ai pas perdu une famille. Je me suis gagnée moi-même. J'ai fermé le journal et j'ai regardé le campus. Les étudiants étaient éparpillés sur la pelouse, étudiants, riants, vivants. La lumière du soir rendait tout doré. J'ai pensé à la fille que j'étais il y a 1 an. Effrayée, piégée, désespérée. Et j'ai pensé à la personne que j'étais maintenant.
Libre, forte, entière. Je n'étais pas parfaite. J'avais encore des jours difficiles. L'idée d'une famille qui m'aimait inconditionnellement me manquait toujours. Mais j'avais quelque chose de mieux. Je m'avais moi. Et c'était assez. 1 an après la réunion du conseil, j'ai reçu un message via le réseau des anciens élèves de mon ancienne école. L'expéditeur était Maxime Lefebvre. Salut Claire, je sais que ça sort de nulle part et je comprends totalement si tu ne veux pas répondre, mais je voulais te contacter et te dire merci. Tatkinti. J'ai entendu ce que tu as dit à la réunion du conseil scolaire à propos de Lucas qui mentait sur ce qui s'est vraiment passé. Ma famille voulait porter plainte après la bagarre, mais l'école a essayé d'enterrer toute l'affaire. Ils ont fait croire que je l'avais provoqué, que j'étais partiellement responsable. Ton témoignage a changé ça. L'école a rouvert l'enquête et Lucas a dû passer par la justice réparatrice. Il s'est excusé, s'est vraiment excusé, et il suit une thérapie maintenant. Je ne sais pas si ça va durer, mais au moins quelqu'un l'a tenu pour responsable. Plus que ça, cependant, te voir te défendre toi-même et moi, même si on se connaissait à peine, m'a donné le courage de faire la même chose. J'ai changé d'école aussi. Je suis dans un endroit où les gens ne regardent pas ailleurs quand quelqu'un est blessé. Quoi qu'il en soit, je voulais juste te dire merci. Tu n'avais pas à parler, mais tu l'as fait, et ça a compté. J'espère que tu vas bien. Maxime. J'ai lu le message 3 fois, puis j'ai répondu. Maxime, je suis tellement désolée que tu aies traversé ça. Tu méritais mieux de la part de l'école, de ma famille et de tous ceux qui ont regardé ailleurs. Je suis contente que tu sois dans un meilleur endroit maintenant, et je suis fière de toi pour t'être défendue. Tu ne méritais pas ce qui est arrivé. Rien de tout ça. Prends soin de toi, Claire. J'ai appuyé sur envoyer et je me suis adossée. Lucas avait eu des conséquences. Maxime avait eu justice. Au moins une version de celle-ci, et j'avais parlé non seulement pour moi, mais pour quelqu'un qui ne pouvait pas parler pour lui-même. Ça comptait. Au cours de ma 2e année à Louis-le-Grand, je me suis portée volontaire comme mentor pour les étudiants entrants. Ce n'était pas obligatoire. Je voulais juste redonner. Un après-midi, une étudiante de seconde nommée Léa a frappé à la porte de ma chambre. Elle était petite, nerveuse, serrant un dossier de papier comme si c'était un radeau de sauvetage. « Salut. Madame Nguyen a dit que je devrais te parler. » Madame Nguyen était restée en contact même après que j'ai obtenu mon diplôme de son école. Elle m'envoyait toujours des élèves, des gamins qui avaient besoin de conseils, qui naviguaient dans des situations familiales compliquées, qui ne savaient pas vers qui se tourner. « Entre », ai-je dit en m'écartant. Léa s'est assise sur le bord de ma chaise de bureau et m'a raconté son histoire. Ses parents voulaient qu'elle fasse médecine. Elle voulait étudier l'art. Ils avaient menacé de couper les vivres si elle ne se conformait pas. Elle se sentait piégée. J'ai écouté sans interrompre. Quand elle a fini, j'ai dit « Tu as des options. On dirait peut-être pas comme ça maintenant, mais tu en as. » Comme quoi? J'ai sorti une liste sur mon ordinateur portable. Baisse de données de bourse, ressources d'émancipation, informations sur l'aide financière, services de conseil, commence ici. Tu n'as pas à prendre de grandes décisions aujourd'hui, mais tu peux commencer à rassembler des informations, construire un plan de secours juste au cas où. Ses yeux se sont écarquillés. Tu penses vraiment que je pourrais? Je sais que tu peux. Je l'ai fait. Et beaucoup d'autres personnes aussi. Elle est partie 1 heure plus tard avec un dossier plein d'impressions et un air d'espoir prudent sur le visage. 1 semaine plus tard, elle m'a envoyé un texto. J'ai parlé au bureau de l'aide financière. Il y a des options. Merci. J'ai souri. Quelqu'un m'a dit un jour que le talent n'a pas besoin de permission. Il a juste besoin de la bonne porte. J'apprenais que la meilleure chose que vous puissiez faire une fois que vous franchissez votre porte est de la tenir ouverte pour quelqu'un d'autre. Par un matin frais de fin octobre, je me suis assise sur les marches en pierre du bâtiment principal de Louis-le-Grand. Un café du foyer étudiant dans une main et mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Les étudiants passaient en flot, riant, se disputant à propos des devoirs, se plaignant des examens, le chaos normal du lycée, le genre de chaos qui ressemblait à la maison. Mon email a sonné. C'était de l'Institut Montaigne. « Claire, nous avons été tellement impressionnés par votre travail d'été que nous aimerions prolonger votre stage pendant l'année scolaire. Vous travailleriez à distance pendant l'année scolaire et reviendriez au bureau pour l'été. Si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir. » J'ai fixé l'écran.
Il y a 1 an et demi, j'étais assise dans ma maison d'enfance, convaincue que je n'avais aucun avenir sans le soutien de mes parents. Maintenant, j'avais une école qui me valorisait, un mentor qui croyait en moi, des amis qui me voyaient, et un stage qui pourrait lancer ma carrière avant même que je sois diplômée. J'ai répondu immédiatement. Je serais honorée. Merci. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai regardé à travers le campus. Les feuilles d'automne commençaient tout juste à virer à l'or et au rouge contre les bâtiments en pierre. La lumière du matin faisait ressembler tout à une peinture. Mon téléphone a vibré. Un texto de Madame Nguyen. « Comment ça va? »« Bien, vraiment bien. Fière de toi, gamine. » J'ai souri et j'ai rangé le téléphone. Un groupe de secondes est passé, l'un d'eux portant un sweat à capuche de l'école. Un autre parlait d'une compétition de débat. Ils avaient l'air nerveux, excités, comme s'ils avaient leur place, mais n'en étaient pas encore tout à fait sûrs. Je me souvenais de ce sentiment. Je me suis levée, j'ai pris mon café et je me suis dirigée vers la bibliothèque. J'avais du travail à faire, des dissertations à écrire, un avenir à construire. Ils pensaient que m'enlever leur soutien me briserait. Au lieu de cela, ça m'a appris que je n'en avais jamais eu besoin. J'avais tout ce dont j'avais besoin depuis le début en moi-même. Merci d'être resté avec moi à travers toute cette histoire. Si cela a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous choisir vous-même plutôt que des gens qui ne vous ont pas choisi, laissez un commentaire. Je les lis tous et vos histoires comptent. Si vous voulez voir plus d'histoires sur la fixation de limites et la reprise en main de votre vie, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Il y a plus d'histoires qui attendent et j'aimerais vous avoir ici pour elles. Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes dans une situation comme la mienne, vérifiez la description. J'ai mis en lien des ressources sur l'émancipation, les programmes de bourse et le conseil familial. Rappelez-vous, vous n'êtes pas piégé. Vous planifiez juste votre sortie. À la prochaine!